Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bassam Tahan. Bonjour Bassam. Bonjour Raphaël du Cercle des Volontaires, toujours fidèle, n'est-ce pas? Fidèle au poste, comme on dit. Bravo. Pas au poste de télé, donc on est sur Internet. Et donc merci de nous accueillir pour parler à nouveau de la série. Alors on avait fait une interview il y a presque un an sur l'installation de la base russe, d'une base russe à Latakié, donc une base aérienne. Hein. Une interview assez intéressante qui avait permis de faire le point et de faire des prospectives sur ce qu'allait enclencher, les conséquences de l'installation de cette base militaire russe. Exactement, et on avait anticipé, c'est-à-dire on n'en parlait pas beaucoup. Et dans cette vidéo, on prévoyait la création de la base, et en fait, on n'a pas eu tort, ça a été créé quelques jours après. Alors là, donc c'est un article de Spoutnik, un site internet russe qui a levé l'information. Donc une base militaire française qui serait construite près de Kobané, juste à côté de Kobané, dans la province d'Alep, donc dans le nord de la Syrie. D'abord, il y a eu, je crois, Almanar qui avait publié un article également en langue française juste après. Est-ce que tu as eu des informations d'autres sources par rapport à la construction de cette base française ? Alors effectivement, selon les sources citées, ce sont des Kurdes qui auraient vendu la mèche, si je puis dire, et qui ont dit qu'effectivement, il y avait une base française sur une colline qui surplombe Kobané et qui était en train d'être construite. Mais comme la source est kurde, donc il faut savoir comment interpréter cela. Et alors je me suis intéressé un peu à la question pour voir s'il y avait d'autres sources, non seulement sur la base française, entre guillemets, mais sur les bases américaines au pluriel. On se souvient, vers le 26 janvier de cette année 2016, on a appris que les Américains avaient aménagé déjà un centre de commandement à Melen. C'est un champ pétrolier qui est exploité aujourd'hui par les Kurdes et ce qu'on a appelé les forces démocratiques. Cette appellation doit être aussi revue, c'est-à-dire quand on dit les Kurdes ou les forces démocratiques, qu'est-ce que ça couvre ? Alors au départ on a dit que c'était des Kurdes uniquement, puis après on a dit ah non, 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 ce ne sont pas des Kurdes, il y a des tribus arabes, il y a aussi des Chaldéens, des Assyriens, des chrétiens qui étaient aussi parmi les combattants. Alors tout cela, c'est qu'on ne veut pas faire croire peut-être que toute cette opération n'est pas pro-kurde à 100%. Mais en fait, on sent déjà que peut-être la France, pour avoir, je dirais, un strapontin dans les négociations pour la future Syrie, il faut bien qu'elle justifie militairement de quelque chose, d'une action, d'une opération. Alors vous me direz, oui, mais elle est déjà intervenue dans la coalition, elle a bombardé, bon, 3 fois rien en Syrie, tout le monde le sait, mais c'était symbolique, voilà. Le problème que ça pose, tout cela, l'intervention française, est d'abord un problème de légitimité, de légalité, parce que si les Russes sont là, le gouvernement de Damas leur a demandé de venir. Par contre, personne n'a demandé à la France de s'installer. Vous me direz, oui, mais c'est peut-être les forces démocratiques, justement. Ah, alors dans ce cas-là, la France, non seulement au départ, elle a joué la mauvaise carte en reconnaissant le Conseil national syrien, puis la coalition syrienne sous l'influence américaine. Et aujourd'hui, elle reconnaît des gens qui ne sont pas islamistes, je dirais. C'est-à-dire, en jouant la mauvaise carte, elle a compris, bon, politiquement, c'est vrai qu'elle a beaucoup nui au gouvernement de Damas en reconnaissant des aventuriers, des complotistes, téléguidés par l'Occident contre la Syrie. Mais ces gens-là n'avaient pas de force qui se battaient, sinon les islamistes.
voyez-vous? Alors là, c'est un peu délicat parce que l'image de la France est ternie. La France a soutenu des organisations comme quoi qui représentaient euh, la Syrie légalement, mais en même temps, c'était des islamistes. Comme Jabhat al-Nusra et d'autres groupes. Donc là, c'est pour ça que maintenant comment dire, le soutien se concentre sur les Kurdes parce Voilà. qu'ils ont l'appellation de force démocratique. Exactement, exactement. Et puis, à ça, il faut ajouter, c'est que les Kurdes, il fallait envoyer des forces terrestres, hein, que ce soit les Américains, enfin toute la coalition. Or, personne ne voulait aller se faire tuer contre Daesh pour libérer Raqqa. Soyons réalistes. Alors, les Américains ont commencé par envoyer des experts, comme on l'a dit, dans d'autres bases, et puis les Français, là, emboîtent le pas, et en plus, on a appris il y a quelques jours que même les Allemands se sont joints aux forces françaises. Alors, dans tout cela, il y a beaucoup de démentis. Les Américains, par exemple, disent n'avoir pas l'intention de construire des bases en Syrie. Alors, quelle est la vérité? Alors justement, ça me fait penser justement à une histoire qui est parue il y a quelques semaines dans la presse à propos d'écussons que des soldats manifestement américains ou en tout cas anglophones portaient des écussons kurdes, voilà, d'une unité kurde. Ça a fait grand bruit et donc je crois que même le Pentagone s'est plus ou moins excusé ou un truc dans le genre parce qu'officiellement, effectivement, ils ne se battent pas ensemble. Enfin, ils se battent pas dans les mêmes unités. En fait, ils se battent dans les mêmes unités, hein, parce que les photos montraient justement, on voyait bien des Kurdes avec des Américains, avec l'écusson des forces kurdes démocratiques de Syrie, hein. Pas de Turquie. Nuance. Alors, vous voyez là, pour revenir à cette base américaine et l'intervention américaine, malgré le démenti, en fouillant un peu, on se rend compte que bel et bien les Américains ont construit une petite base à Armelan. Alors, qu'est-ce qu'on entend par base? C'est-à-dire, c'est un... Alors, d'où je tiens ces informations? On a eu dans la presse arabe des ouvriers et des conducteurs de véhicules qui ont travaillé là-dedans et qui ne travaillent plus et qui ont parlé, témoigné de ce qu'ils ont vu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu bel et bien qu'il y avait au moins 2 dizaines d'hélicos, hein, Armelan, dans la base américaine. En même temps, ils ont fait des travaux pour faire des pistes de 2,5 km. Donc, apparemment, enfin, je ne suis pas spécialiste d'aéronaval, mais apparemment, c'est pour permettre à des avions de combat archimodernes de pouvoir atterrir et décoller d'Ormelan. Si alors, je laisse aux experts le problème de est-ce qu'une piste de 2,5 km permet cela ou pas. Toujours est-il que également à Kobané ou à Ain l'Arab, vous verrez aussi que je tiens à citer les deux noms. Parce que Kobané, c'est plutôt kurde. Ain l'Arab, c'est la source des Arabes, mot à mot. Et cette appellation, cette nomination est omise. C'est déjà un peu prendre parti. Alors que Ain al-Arab, vous savez, moi j'y suis passé quand j'étais jeune, il y avait une église, il y avait des chrétiens chaldéens, il y avait des tribus arabes et il y avait des Kurdes. Mais ça pose le problème de toute la kurdisation, si je puis dire, de toute cette région. Mais on reviendra, si vous voulez. Donc, il y a, selon d'autres témoignages de Ain al-Arab Kobané, que les Américains ont également aménagé des terrains pour un centre de commandement. Alors, là-dessus, les Français, sur cette colline près de Kobané, il paraît qu'il y a, alors là aussi les chiffres qu'on avance ne sont pas sûrs, certains parlent de 10 hectares, d'autres parlent de 50 hectares, qui serait un peu un terrain commun entre les Américains et les Français. Et alors, les Allemands ont démenti. La France ne dit rien, hein. Elle dit qu'il y a des forces françaises, des experts, comme les experts iraniens. Il est pratique ce terme d'expert, n'est-ce pas? Expert en quoi? Expert en quoi? Alors, experts évidemment. Expert militaire, bien sûr. Sûrement, sûrement, vous voyez. Donc,
voilà la politique française actuelle, c'est-à-dire on soutient, on continue de soutenir une carte perdue, hein, c'est la coalition syrienne avec tout le problème des islamistes, mais là au moins on s'est débarrassé du problème islamiste. La France cherche en fait à redorer son blason. Vous voyez, que nous, on soutient, vous voyez, des minorités, il y a des Kurdes, des chrétiens, des démocrates, ce ne sont pas des islamistes, et qui en plus se battent. Alors là, évidemment, c'est une carte de pression aussi sur les Russes, que s'il y a partition de la Syrie, nous avons déjà nos bases. Alors, là, il faut se poser une question théorique. Si bel et bien, un jour, les Américains, avec les forces démocratiques kurdes et les Français, arrivent à libérer Raqqa, quelle va être la situation? Ça vous explique pourquoi l'armée syrienne est aujourd'hui en train d'avancer vers Raqqa. Raqqa reste toujours, si vous voulez, un point focal dans ce conflit. C'est la capitale symbolique de Daesh, parce que ce fut historiquement la capitale d'été du grand Haroun al-Rachid, n'est-ce pas, le calife des mille et une nuits et le grand calife abbasside, et en même temps, actuellement, la première capitale de Daesh dans l'ordre chronologique, avant la chute de Mossoul. Mais maintenant, Mossoul est peut-être beaucoup plus important que Raqqa. Donc, vous voyez, ou inversant la question, si l'armée syrienne et les Russes arrivent à investir Raqqa, est-ce que les Américains et les Français vont oser les bombarder? Qui va bombarder l'autre? C'est-à-dire, on va vers le scénario suivant, la nouvelle carte, celui qui libère Raqqa, il est très difficile de le déloger. Au nom de quoi? Vous voyez? Parce que si la coalition occidentale avec les Kurdes y arrive, on va dire, vous voyez, l'armée syrienne et les Russes ne l'ont pas fait. Donc nous, on a le droit de discuter d'une nouvelle carte de Syrie. Excuse-moi, Bassam, c'est la politique du fait accompli qu'on voit de plus en plus depuis une vingtaine d'années. Bon, je ne sais pas, ça existait également avant, hein, la politique du fait accompli, mais on voit qu'il n'y a plus de droit international, là, plus du tout. Exactement. Par exemple, le fait que Français et Américains aillent s'installer en Syrie sans l'autorisation du gouvernement de Damas, c'est le fait accompli. Mais c'est une carte de pression, non seulement sur les Russes et les Syriens, c'est aussi contre Erdogan. Et alors, permettez-moi là, on n'a pas abordé ce chapitre, mais il est très important. Erdogan n'a jamais voulu que les Kurdes de Syrie puissent rêver, ne serait-ce qu'une velléité légère, d'une autonomie au sein de l'État syrien. Pour cause, s'il l'avait, il y a le Kurdistan turc. Le Kurdistan turc est beaucoup plus important, si vous voulez, que cette partie qu'on appelle kurde de Syrie et qui, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de Kurdes, mais historiquement, elle ne peut pas être si vous voulez, la partie jumelle du Kurdistan turc. Pourquoi? Parce que en Turquie, les Kurdes sont près de 24 millions. 24 millions. Et après le massacre des Arméniens, le génocide, ils étaient à peu près 3 à 4 millions avant le massacre. Il y a ceux qui ont fui, il y a 1,5 million de morts, tout le monde le sait. Aujourd'hui, toute cette partie arménienne est occupée par les Kurdes de Turquie. Donc, agiter le problème kurde, même d'une manière, si vous voulez, légère, et tout le monde sait que c'est une partie géographiquement qui ne représente pas grand-chose par rapport au Kurdistan turc, c'est déjà faire comprendre à Erdogan que, vous voyez, si jamais on réussit en Syrie, ou même sans réussir, les gens vont dire, et pourquoi pas le Kurdistan turc? Tant qu'on y est, il y a 24 millions. C'est pour cela que moi, je conseillerais aux Arméniens du monde entier qu'ils m'écoutent bien. Je veux dire, l'Arménie occidentale,
où il y avait près de 1000 villes, villages, hameaux, centres en Turquie, est actuellement occupé par des Turcs, par un transfert de population, et les Kurdes. D'ailleurs, entre nous, avec toute l'amitié que j'ai pour le peuple kurde, les Kurdes aussi ont participé au génocide des Arméniens. Mais malgré C'est-à-dire ça, qu'on présente souvent les Kurdes comme un peuple victime parce qu'ils n'ont pas leur État, mais effectivement dans l'histoire, si on regarde ce qu'ils ont fait par exemple au peuple yézidis et d'autres, ils étaient parfois eux-mêmes des bourreaux. Parfois ils étaient persécutés, mais parfois ils ont eux-mêmes persécuté d'autres peuples. exactement, je te remercie d'apporter cette précision. Il y a eu des massacres, des pogroms de yézidis par les Kurdes vers la fin du 19e, plus d'une fois. Et contre les Arméniens également. Le génocide arménien a commencé bien avant la Première Guerre mondiale. Donc ce que je conseillerais aux Arméniens, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, et je vais m'attarder sur ce problème d'Erdogan, arménien et kurde en Turquie. Il faut que les Arméniens s'entendent avec les Kurdes, parce que si jamais il y a une nouvelle distribution géographique de la Turquie, et on y va, parce que Erdogan a tout fait pour perdre tous ses amis et tous ses alliés, plus alliés qu'amis, il n'a jamais eu d'amis, Erdogan. C'est des alliés, des rapports, enfin, de finances. À ce moment-là, il est fort possible que Arméniens et Kurdes puissent s'entendre dans un nouvel État à l'est de la Turquie actuelle. Parce que finalement, Arméniens et Kurdes, franchement, ils sont là avant les Turcs. Les Turcs, c'était une invasion. Vous savez, si on remonte l'histoire, c'est le calife Al-Mansour qui a amené les Turcs à Bagdad. C'était tout au début de l'époque abbasside. Vous voyez ? Comme ils ont fait beaucoup d'histoire à Bagdad, il leur a construit une ville. C'était une ville caserne qui est aujourd'hui Samarra. L'histoire de la présence turque en islam et dans la région commence par ce fait-là du début de l'époque abbasside. Et après, bon, on a eu... Donc, pourquoi? Parce que franchement, moi je vous dirais, il n'y a aucune raison que le peuple kurde de Turquie n'ait pas au moins une autonomie. Peut-être une indépendance, enfin je ne vois pas. C'est-à-dire, quand on a fait éclater l'homme malade, c'était l'Empire ottoman, on a un peu ménagé ces Turcs avec Kemal Atatürk après ses victoires, n'est-ce pas, contre les armées occidentales, et on a créé cette Turquie moderne en excluant toutes les minorités. Par exemple, les Arméniens, ce sont les Français qui ont aidé les Arméniens à aller à Marseille et ailleurs dans le monde. D'ailleurs, c'est une grave erreur, surtout ceux de Cilicie. Par contre, les Arméniens en Syrie, ils ont été bien accueillis. Et donc, revenons à Erdogan. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, Erdogan représente, à mon sens, un danger pour l'Europe beaucoup plus que les réfugiés. Parce que si vous levez les visas, Erdogan, avec sa politique d'islamisation, est capable de vous envoyer des milliers et des milliers de Turcs, sans aucun contrôle, puisque c'est Schengen, et islamiser l'Europe dans le mauvais sens du terme. Vous voyez, moi je n'ai rien contre l'islam en tant que religion, pas du tout, c'est une grande civilisation. Mais vu et corrigé par Erdogan, c'est un danger. Parce que personne ne va me faire croire que Erdogan n'a pas aidé Al-Qaïda, Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, l'armée de l'islam, Al-Nusra, en touchant de l'argent de l'Arabie saoudite et du Qatar. Mais tout le monde le sait. Or, aujourd'hui, il a perdu l'Europe parce que le représentant de la diplomatie européenne, de l'Union européenne à Ankara, a démissionné. Aujourd'hui. En disant que Erdogan n'était pas digne de confiance et c'était une perte de temps. En gros, je résume sa position.
que de continuer à négocier avec lui sur les réfugiés. Et je vous dis, que représentent 2, même à 3 millions de réfugiés, si tout ce monde-là passe en Europe, n'est-ce pas, face à une levée de visas? Mais lui-même, n'est-ce pas, en Turquie, représente un intégrisme religieux qui a bradé tout l'héritage laïque de Kemal Atatürk. Vous voyez? Alors, puisque les États-Unis et la France et l'Europe commencent à agiter le dossier des Kurdes de Syrie, non seulement de Syrie, à la lumière de ce qui s'est passé en Irak. Aujourd'hui, les Kurdes d'Irak demandent à renégocier les accords de pétrole entre eux et la capitale Bagdad et veulent une autonomie et une indépendance totale. Donc, permettez-moi là de conclure sur un point, c'est que les Kurdes d'Irak aujourd'hui essayent de vendre leur pétrole et ils y arrivent à la Turquie. C'est pour cela qu'ils font des concessions. En laissant Erdogan, c'est quand même énorme, d'aller bombarder les leurs dans les montagnes en Irak. On va peut-être dire aussi deux mots sur Barzani, peut-être le chef des Kurdes d'Irak. Alors, Barzani, évidemment, est une figure historique. La famille Barzani a toujours défendu l'indépendance kurde, même un peu partout. Et là, il y a un problème juridique, c'est qu'il ne peut pas rester président. Et c'est lui, en fait, qui tient aujourd'hui Erbil, qui tient tout le nord d'Irak, le Kurdistan irakien autonome. Je dis quels sont ses réseaux à l'international? Il est proche de quel pays? Alors, Barzani, historiquement, la famille a eu des rapports avec Israël. C'était une raison pour laquelle les bassistes irakiens l'ont vraiment essayé de massacrer les Kurdes, et ça je condamne. Vous voyez, par exemple, Halabja, quand ils ont gazé Halabja, même avant, dans les années 60, quand le Baas est arrivé au pouvoir, ils ont envoyé des colonnes de blindés dans la montagne des Kurdes au nord pour les massacrer, enfin, c'était franchement une des grandes erreurs du panarabisme bassiste. Et ça, franchement, je condamne. Mais pour revenir, si vous voulez, c'est pas poignarder dans le dos le peuple turc que de revendiquer un État kurde. Je ne vois pas pourquoi les Kurdes n'auraient pas d'État. Si Erdogan avait été intelligent, quand il a proposé, n'est-ce pas, des négociations et une autonomie relative, et puis après, s'il avait continué, ça aurait été magnifique. On aurait eu une Turquie puissante qui reconnaît. Là, au contraire, non seulement il fait marche arrière, mais il veut lever l'immunité sur plus d'une centaine de députés de cette formation démocratique kurde, mais en Turquie, je ne parle pas de la Syrie, pour les poursuivre en justice. Et il continue de bombarder la partie est de la Turquie. C'est peut-être pour cela que Davutoglu, entre autres, a démissionné. Parce qu'il n'était pas, ceci dit, Davutoglu n'a pas été brillant non plus. Le zéro problème avec les États voisins, on se rend compte qu'actuellement, la Turquie n'a aucun allié voisin. Ses seuls alliés sont qui? Le Qatar, l'Arabie saoudite, les pétromonarchies du Golfe, qui payent de l'argent toujours dans l'espoir qu'Erdogan arrivera un jour à déboulonner Bachar el-Assad. Et je vous le dis, il n'arrivera pas. Le Qatar peut-être encore plus que l'Arabie Saoudite via le réseau des frères musulmans, peut-être? Exact. Vous avez raison, enfin, tu as raison de souligner cet aspect, c'est que le Qatar a toujours soutenu les frères musulmans, tandis que le royaume saoudite, parfois s'est allié aux frères musulmans, parfois s'y est opposé. Selon la tactique, selon les circonstances, à un moment donné, ils ont aidé les frères musulmans. Mais parce que les idéologies ne sont pas pareilles. Parce que les frères musulmans cherchent à rétablir un califat. Tout comme Erdogan, ils se sont califes ottomans, sultans,
avec sa mégalomanie de palais à 1001 chambres, ce qui est ridicule. Hein. Et il aurait mieux fait de s'occuper de ces minorités, de continuer le plan de la paix. Et vous voyez, si la Turquie venait à être reconçue, c'est ça qui, si vous voulez, l'aspect positif de ces bases, si je puis dire, en Syrie, bien que je crois que ça va échouer. Hein, et je ne pense pas que les Russes, à un moment donné, vont autoriser aux Américains d'avoir Raqqa. C'est un paradoxe aussi parce que d'un côté, effectivement, on est pour le peuple on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais on pourrait penser également que s'il y a un favoritisme des Kurdes par les Occidentaux, c'est-à-dire que les Occidentaux sont favorables à l'émergence d'un État kurde, en tout cas à plus d'autonomie des Kurdes, que ce soit en Syrie et ailleurs, on peut penser que c'est antérieur à l'arrivée d'Erdogan au pouvoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a beaucoup d'internautes qui nous suivent ont en tête les cartes du plan Oded Yinon ou même de Bernard Lewis, des cartes de remodelage du Grand Moyen-Orient. Alors, qui est à l'origine de ce remodelage? Est-ce que c'est vraiment les peuples et leur envie d'avoir un État, ou est-ce que cette envie n'est pas parfois un petit peu manipulée pour des intérêts géopolitiques bien plus grands? Parce que si la Syrie, si l'Irak sont démembrés, si tous ces pays, l'Arabie Saoudite, etc., est-ce que les peuples de la région vont vraiment y gagner? Dans quelles conditions ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire dans un grand chaos et au détriment des plus pauvres, encore une fois, et des plus faibles? C'est-à-dire, historiquement, on n'a pas attendu les noms de personnes que vous avez citées pour les cartes. Hein. Si vous vous référez au traité de Sèvres, déjà, il y avait un Kurdistan indépendant. Et il y avait une Arménie occidentale indépendante. Hein. Et d'ailleurs, l'avis du président américain de l'époque était pour. Hein. Mais après, on a fait marche arrière. Donc, le fait d'avoir fait marche arrière a autorisé, évidemment, après tous les spéculateurs de géographie politique, je dirais, à penser à comme ce qu'on est en train de dire maintenant. Hein, vous voyez, mais si on se réfère au traité de Sèvres, les Kurdes avaient leur patrie. Voyez. Et les Arméniens aussi. Hein. Et ce traité de Sèvres est très important parce que ce qui a fondé les frontières actuelles du Moyen-Orient, c'est aussi le traité de Sèvres. Hein? Qu'est-ce que la Syrie, par exemple, a perdu? Elle a perdu une partie du nord qui allait jusqu'au manteau russe. Tout ça avec notamment Antioche, dont on en parlait avant l'entretien. Il y a Antioche, vous tirez d'Antioche à la pointe actuelle de la Syrie, dans l'extrême est de la Syrie, vous avez des dizaines de milliers de kilomètres carrés hein, qui ont été cédés à la Turquie par 3 accords, hein, 3 fois, pour arriver aux frontières actuelles et pour priver la Syrie des sources d'eau et pour casser un tissu social qui était une mosaïque très intéressante de chrétiens, de Kurdes, de Turkmènes qui vivaient paisiblement dans, par exemple, Marash, la ville de Marash, Kilis, voyez. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait comme mal à la Syrie, ça explique pourquoi, même à côté de Kobané et Ain al-Arab, hein, ce qu'on appelle l'Arab, vous avez une petite ville, Tal Abyad. Il y avait 5 églises à Tal Abyad. Moi, j'ai eu des camarades de classe chez les franciscains à Alep qui venaient de Tal Abyad, qui étaient musulmans, sunnites, qui étaient chrétiens, arméniens, et tout ça a été... mais avec, si vous voulez, les changements, la Syrie qui a dû épouser les thèses de gauche pour s'opposer, si vous voulez, à la France qui l'a lâché, en fait, et qui lui a mené une guerre sans merci jusqu'à nos jours, tout ça a changé la population syrienne. Tout ce ruban frontalier continuait à vivre paisiblement avec différentes communautés. Aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. C'est les Kurdes, et là, j'ai dit que j'en reparlerai, je vous donne des exemples. Ce n'est pas la politique générale, mais il y a eu des cas. Par exemple, prenez comme une ville comme Al-Hasakeh, ou Kobané, si vous voulez, ou Ain al-Arab, ou je peux prendre d'autres, ou Ain al-Arous, ou Ain al-Hassan, enfin, tous ces villages de sources, de petites sources, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe?
les Kurdes, avec une aide financière internationale, venaient proposer à ces gens-là de leur racheter leur maison. Mais ceux qui avaient les titres de propriété de ces maisons ne voulaient pas vendre. Ben on leur disait, vous pouvez vendre sans titre, prenez l'argent et partez, on s'en fout des titres de propriété. Et puis, on a des cas où ceux qui ont refusé ont été assassinés. Des cas relevés à Hassaké. Je défie quiconque de démentir les faits que j'avance. J'ai des parents à Hassaké, parmi les fondateurs de la ville de Hassaké, et je suis au courant, vous voyez. C'est que quand la Turquie a été créée avec ses frontières, beaucoup de minorités se sont réfugiées aussi sur ce ruban frontalier, mais du côté syrien. Mais petit à petit, avec les guerres d'Irak, la persécution turque contre les Kurdes turcs, ont fait que les Kurdes de Syrie, si vous voulez, sont devenus beaucoup plus forts qu'avant, et petit à petit, les autres minorités ont cédé la place. Aujourd'hui, si vous allez à Kobané, Ain al-Arab, sans aucun doute, les Kurdes sont plus que majoritaires. Vous voyez ? Ça ne date pas d'il y a un siècle. Ça date à peu près, si vous voulez, depuis 50 ans. On a vu monter l'aide internationale kurde pour... Un autre exemple, le gouvernement syrien, par exemple, a essayé de mettre, quand ils ont construit le barrage, de faire, par exemple, un village kurde, un village arabe, un village kurde, un village arabe. Parce que tout a été inondé, n'est-ce pas, le corps du barrage. Quelques mois après, eh ben, les Kurdes se sont réunis, ils ont fait des échanges. Vous aviez des partis arabes, des partis kurdes. Vous voyez, c'est qu'il y avait une politique aussi. Alors, vous me direz, est-ce que le gouvernement syrien a respecté les Kurdes ? En gros, oui, il y a des choses inadmissibles. Mais en gros, oui, parce qu'ils ont donné la nationalité kurde à beaucoup de gens qui n'étaient pas nés en Syrie, qui étaient des réfugiés, comme ils l'ont fait pour les Arméniens. Mais à un moment donné, ayant vu la kurdisation de certaines régions, ils ont stoppé. Et il y a eu des accrochages, des contestations. Voyez. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que le Ba'ath syrien a persécuté les Kurdes comme le Ba'ath irakien. C'est faux. Les Irakiens ont été pas de main morte. Hein. Je vous dis, ils ont envoyé une armée pour mater les Kurdes du Nord plusieurs fois. Hein. Et ça avant 67. Hein. C'est pour ça qu'on voit certains Kurdes syriens à Damas qui participent à la vie politique à Damas, qui ont un regard très pondéré sur les événements. Oui, et vous voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la France, comme si elle regrettait sa reconnaissance de la coalition syrienne et du Conseil national syrien. Parce que dans ce conseil, cette coalition, il y a des Kurdes qui disent que les Kurdes démocratiques que soutient aujourd'hui la France et l'Alliance internationale des Américains, hein, ne sont pas des opposants, n'ont pas le droit au soutien. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la diplomatie française joue deux cartes. D'une part, la carte des démocrates minoritaires kurdes, et de l'autre, toujours, la carte bidon, qui est la coalition syrienne internationale, en sachant que ceux qui la défendent n'ont pas de lien, si vous voulez, ce sont des islamistes, ils n'ont pas de lien vraiment d'obéissance à cette coalition. Mais la coalition essaye de les monnayer comme des modérés. Et la France marche, ce qui est une grave erreur, mais ça, on n'arrête pas de le dire. Alors justement, le soutien accordé aujourd'hui aux Kurdes de Kobané, c'est un peu rectifier le tir. Oui, mais tout ça se passe dans une illégalité totale. Oui, donc c'est une incohérence, c'est vraiment le grand écart, là. Oui, et je vais vous dire, admettez par exemple que demain, hein, je dis, l'armée syrienne, avec ses bombardiers, aille bombarder le centre de commandement français qui a été installé à Kobané. Que vont faire les Américains et les Français ? Ils vont entrer en guerre contre la Russie ? Ils sont capables. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans une situation illégale, vous êtes fautif. Alors après, sans doute, les Russes se concertent avec Bachar el-Assad
pour toute cette histoire de base américaine dans le Nord, voyez-vous. Mais cela n'exclut pas que l'armée syrienne peut intervenir sans l'armée russe, sans la base russe. Et là, que va faire? Je vous dis, c'est vraiment une situation très délicate. On ne va pas bombarder la côte syrienne, on ne peut pas y aller russe. Qu'est-ce que vous voulez bombarder? Alep? Alep elle-même, aujourd'hui, comme vous le savez, les islamistes d'Alep souffrent. Souffrent de quoi? Souffrent d'un siège. La coalition internationale et la Turquie essayent de les aider, mais ils sont dans une mauvaise posture face à l'avance de l'armée syrienne et des bombardements russes. Mais alors, Poutine avait sans doute, j'imagine, avait anticipé la possibilité que les Occidentaux installent des bases dans le nord de la Syrie. La question que vous évoquiez, elle est peut-être assez simple, c'est celle que vous évoquiez en début d'entretien, que tu évoquais, pardon. C'était qui arrivera en premier à libérer Raqqa, et de cela va dépendre effectivement peut-être l'avenir de ces bases aussi. Oui, mais vous voyez, Raqqa aussi peut être une sorte de subterfuge. Je m'explique. C'est-à-dire à comparer Alep à Raqqa. Vous voyez, Alep est beaucoup plus importante comme ville, c'est le poumon économique, il ne reste plus rien. Tout a été démonté, pillé par la Turquie. Installé à Gaziantep, cette ville encore arabe-syrienne qui s'appelait Antep, tout bêtement, les Turcs ont ajouté Razi, conquérant, et ils l'ont turquisé. Aujourd'hui, c'est une grande ville. Bien sûr que à majorité turque, j'y ai été. Et je peux vous dire qu'il y a encore des tribus arabes qui sont bilingues, qui parlent arabe et turc. Voilà, c'est tout le problème de ces frontières. On a parlé d'un nouveau Sykes-Picot 2. Il faut remettre, c'est moi qui ai lancé l'idée c'était avec vous d'ailleurs, je crois, il y a 1 an et 4 mois, je crois. Et en fait, on est là face à un nouveau Sykes-Picot. C'est vrai. Alors, est-ce que le peuple syrien ou les peuples de la région vont être, comme on dit familièrement, grugés à nouveau, comme dans Sykes-Picot? Je ne le pense pas. Et je pense pas non plus que les Syriens aillent jusqu'à bombarder les bases occidentales. Ça paraît très peu probable quand même. Ça peut ne pas être bombardé, ils peuvent envoyer des commandos, ils peuvent... C'est-à-dire, c'est provoquer un accrochage avec les Français. Parce que installer une base sans autorisation, c'est un acte de guerre. Vous ne respectez pas la souveraineté du pays. Donc vous êtes fautif. C'est le début d'une conquête permanente, quoi. Oui, mais à ce moment-là, peut-être que la France, enfin les Syriens ont intérêt à créer un accrochage avec les Français. Qu'on voit de quoi? Alors vous me dites l'armée française, écoutez, il y a eu une grève d'éboueurs, il n'y avait pas assez d'armées pour envoyer, pour nettoyer les rues. La France, écoutez, moi j'ai travaillé pour la défense pendant des années, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y avait une coupe budgétaire, c'était le ministère de la Défense qui était visé. Et c'est une erreur. Je n'ai arrêté de le dire, mais bon, moi, je ne pèse pas lourd. Ils préfèrent avoir peut-être de grands philosophes comme conseillers que d'experts de terrain, je dirais. Vous voyez à quoi je pense. Et là, ils continuent. Est-ce que c'est tout à fait par hasard qu'on a eu un film sur les Peshmerga quelques jours avant les bruits concernant la base française à Ain al-Arab Kobané? Ça me fait penser d'ailleurs à un petit incident, parce qu'il y a eu une soirée à Paris pour les Kurdes de Syrie, et lui il est venu pour parler de son film des Kurdes d'Irak, et il s'est fait huer, il s'est fait jeter de la soirée. Enfin, je sais pas si... Oui, parce que vous voyez... Le BHL, là, pour que ce soit clair. Oui, vous voyez, parce que les Kurdes syriens en ont gros le cœur, ou gros sur le cœur, si vous voulez. C'est que l'attitude des Kurdes irakiens avec Barzani est insoutenable. Comment, pour vendre le pétrole, et bon, vous me direz c'est par nécessité tactique, pour l'indépendance, mais n'empêche que les Erdogan est en train de massacrer les Kurdes de Turquie et les Kurdes du nord de l'Irak. Maintenant, une donnée nouvelle, les forces démocratiques et kurdes ont dit que eux,
n'avait rien contre le gouvernement de Damas, hein, je vous dis tel que je l'ai lu, si le gouvernement de Damas reconnaît certains droits au peuple kurde qui est en Syrie. Mais ça, moi, je crois que, si vous voulez, la question mérite d'être posée. Mais la Syrie, comparée aux autres pays, c'est celle qui a respecté le plus les Kurdes. Hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des problèmes, comme je viens de l'expliquer. Mais comparé à Erdogan, comparé aux bassistes irakiens, Il n'y a pas photo, quoi. Et je dirais même peut-être aussi en Iran, où ils ont connu des problèmes, la minorité kurde, mais où effectivement ça n'a pas eu les mêmes proportions qu'en Irak ou en Turquie. d'ailleurs, vous savez, Barzani vient d'Iran. Hein. Le premier État kurde indépendant, c'était pas en Irak, hein, historiquement. Mais il faut dire aussi que cette république islamique iranienne a su, plus ou moins, plutôt plus que moins, intégrer ces minorités. Et quand je dis ces minorités, même concernant, si vous voulez, les femmes, il y a des femmes parlementaires, c'est-à-dire que dans le chiisme, et ça personne ne me contredira, à moins qu'ils ne connaissent pas l'islam dans toutes ses ramifications, c'est aussi très courant dans les médias, la femme chiite a beaucoup plus de droits, ne serait-ce qu'au niveau de l'héritage. C'est pas comme la femme sunnite. Et encore une fois, moi je vous dis, je suis désolé pour le sunnisme que, si vous voulez, le sunnisme se fait connaître par des organisations terroristes. Daesh, c'est pas des chiites. Al-Nusra, c'est pas des chiites. Jaish al-Islam, l'armée de l'islam, c'est pas des chiites. Qu'est-ce qu'ils font? Ils massacrent. Non. Alors, vous me dites oui, mais les autres, ils ont créé le Hezbollah. Écoutez, que je sache, le Hezbollah n'a pas eu des comportements, hein, ne cherche pas le califat, n'a pas violé des femmes, n'a pas massacré des minorités. La Non, seule chose qu'on au lui Liban, ils sont reproche, même respectés par les chrétiens au Liban. ah ben bien sûr, même par des musulmans sunnites. D'ailleurs, à un moment donné, vous voyez, avant qu'il y ait cette intervention saoudienne minable, d'ailleurs, du reste, euh, beaucoup de sunnites, honnêtement, hein, se convertissaient au chiisme. Hein. Et après tout, pourquoi pas? Enfin, s'il est plus heureux en devenant chiite, ça le regarde. Et ça embêtait beaucoup les, enfin, les autorités religieuses sunnites. Mais alors, ce qu'on reproche au Hezbollah, comme je vous dis, c'est un État dans l'État, oui, mais c'est une survivance de la guerre avec Israël. Alors, on me dit, oui, c'est des terroristes. Vous savez, c'est quand même grâce à eux que le Liban Sud a été libéré. Alors, là, permettez-moi de citer le général de Gaulle, hein, quand il a parlé, n'est-ce pas, quand les Israéliens ont bombardé l'aéroport libanais, ça remonte, n'est-ce pas, aux années 60, ça, après la guerre de 67. Et il a dit clairement, hein, je vous renvoie à sa déclaration, que ce que Israël appelle des terroristes, ce sont des résistants. C'était le seul, et c'était ça qui... Et il a décrété un embargo sur les armes, la vente d'armes pour Israël. Tout à fait. On a fait une interview de Charles Nana et de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, sur le sujet, c'est lui qui a organisé la rencontre avec Mitterrand, d'Arafat. Je voulais revenir sur les sunnites, puisque c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir effectivement des intellectuels mis en avant, qui sont des intellectuels modérés, ou alors en tout cas tout à fait modernes, etc. Qu'est-ce que vous pensez du président de l'université égyptienne, Al-Azhar? Il y a une interview dans Le Point, je crois, qui vient de paraître. C'est une personnalité qui a l'air tout à fait respectable. Vous savez, il faut resituer cette évaluation de personnes dans un contexte historique donné. Hein. Alors, je vous rappelle que Al-Azhar, pendant longtemps, était le phare des sunnites dans le monde. Mais avec l'émergence de l'Arabie saoudite et des pétromonarchies, Al-Azhar a été racheté par des capitaux de cette région-là, du Golfe. Par exemple, le penseur Abu Zaid, Nasser Hamed,
paix à son âme, on l'a obligé, enfin on a demandé à ce que sa femme soit répudiée, que comme quoi il n'était plus musulman, il n'avait plus le droit de vivre avec sa femme. Vous voyez, bon, en 2 mots, il est allé se réfugier en Hollande, puis il est mort là-bas. Mais qui c'est qui a monté toute cette campagne contre cet intellectuel égyptien, libéral et avec un grand sens critique? Ce sont les pays du Golfe. Ils ont payé des prédicateurs des mosquées égyptiennes et ils lui ont intenté un procès. Et qui à l'époque a dépêché des avocats pour le défendre? C'est le barreau de Damas, en tant que pays laïque. C'est intéressant. Alors maintenant, avant la mort du roi Abdallah du royaume saoudite, il y avait un souffle de réforme du wahhabisme qui est la source du mal, si je puis dire. Il a réuni les cheikhs wahhabites en leur disant il faut moderniser le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est cette idéologie qui est née au XVIIIe et qui est vraiment la source du radicalisme, une des grandes sources du radicalisme aujourd'hui. On en a beaucoup parlé hein, sur notre chaîne des origines du wahhabisme. Vous voyez, le président Sisi également a réuni les cheikhs d'Al-Azhar et il leur a dit, moi, le jour du jugement dernier, je vous demanderai si vous avez essayé de réformer l'islam et de le rendre moins fanatique que tous ceux qui, n'est-ce pas, gueulent qu'il faut absolument appliquer la charia dans le monde entier. Il leur a dit, les musulmans doivent vivre comme les autres, ils ne sont pas là, parce que dans l'idéologie des frères musulmans, le prosélytisme est pratiquement un devoir, d'une part, puis on fait croire aux musulmans que tout musulman doit être maître du monde, que l'islam est meilleur, il faut imposer la religion par tous les moyens, par la guerre sainte. Vous voyez ? C'est un peu aussi le wahhabisme, même si le wahhabisme ne revendique pas de califat, ne veut pas de califat. Mais, d'ailleurs, si vous voyez l'histoire du wahhabisme ou des frères musulmans, dans les deux, il y a des actes terroristes. Et là, ce que je déplore en France, ben voilà, on en est réduit à ça. Bon, il faut vendre à l'Arabie Saoudite, et du coup, on est en train de s'islamiser en France, mais pas dans le bon sens du terme, vous savez, encore une fois. D'ailleurs, moi, certains musulmans de France, ou ceux qui les représentent, sont un peu décevants, permettez-moi de le dire. On ne voit pas de condamnation de tout cela. Enfin, où sont ces instances qui disent non, nous ne sommes pas, simplement on vous dit oui, il y a une montée de l'islamophobie. C'est vrai qu'il y a de l'islamophobie, mais qu'est-ce que vous faites pour qu'il n'y ait pas d'islamophobie? Il faut quand même... Pourquoi ils n'ont pas organisé de manifestations contre? Pourquoi ils ne sont pas descendus dans la rue dire nous condamnons? C'est pas ça. Non. Enfin, moi, j'ai pas vu de grandes manifestations, de grandes déclarations. Au contraire, on joue à la victime. C'est mauvais, ça. Alors, il y a justement une très bonne conférence l'année dernière organisée par l'IRIS, l'organisme dirigé par Pascal Boniface, sur justement les pompiers pyromanes. Et il y avait Dominique Vidal, je crois, du Monde diplomatique, qui était également à cette conférence, sur les pompiers pyromanes, que ce soit au sein du judaïsme ou au sein de l'islam, qui effectivement crient tout le temps à l'antisémitisme ou à l'islamophobie, mais qui parfois l'alimentent malheureusement. C'est un phénomène complexe, mais qui est malheureusement réel. Ah ben c'est très bien. Donc on a les mêmes positions sans avoir participé à cela. C'est bien, mais moi je vous dis, il faut absolument que ceux qui sont censés représenter l'islam en France, les musulmans de France, prennent les choses en main d'une manière beaucoup plus sérieuse et plus active. Et surtout qu'ils ne laissent pas les médias, parce que les médias tels qu'ils le font aujourd'hui, c'est de la dramatique. C'est musulman égale potentiel terroriste, et puis c'est regardez le représentant qu'on a choisi pour vous, c'est Chalgoumi. C'est quand même humiliant, je trouve. Oui, mais ceci dit, moi, je donne un peu raison à la majorité des musulmans
sunnite ou chiite, mais en France, la majorité est sunnite, comme vous le savez, face aux médias, parce que les médias, c'est quand même avec notre argent, avec nos impôts. Hein. C'est des médias publics. Et il y a une dictature des médias. Et cette image de l'islam, les médias en sont un peu responsables, un peu beaucoup. Hein. Et puis, encore une fois, on me dit dans le monde arabe, je vous dirais, c'est vrai, il y a des penseurs sunnites très intéressants, avec qui d'ailleurs je suis lié, que j'ai connu, par exemple, je citerai Mohammed Shahrour, un grand exégète de Damas, syrien, c'est un ami, d'ailleurs qui est rarement cité ici, hein, mais c'est un grand réformateur, entre autres, hein, les Égyptiens, Khalil Abdelkarim, Sayyid el-Qumni, enfin je ne veux pas encombrer... Mais justement, au contraire, souvent, il y a des musulmans sunnites qui nous écrivent et qui nous disent « Mais pourquoi vous interviewez tout le temps des chiites, jamais des sunnites ?» Alors, écoutez, moi je peux vous dire que je parle avec un sens critique de toutes les ramifications de l'islam. Je ne revendique ni le sunnisme, ni le chiisme, ni le... Non. Mais vous ne cachez pas votre sympathie pour le chiisme. Oui, non, mais écoutez, comme je vous ai dit, j'ai aussi une grande sympathie pour de grands penseurs sunnites et je suis moi-même, je dirais, élève d'un des plus grands du début du siècle en Égypte, qui est Taha Hussein. Hein, et j'espère un jour, là, je travaille sur un ouvrage qui continue un peu son approche dialectale du texte révélé, mais ça j'espère pouvoir le finir d'ici la fin de l'année. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Non, mais vous voyez, c'est-à-dire que les médias français, mais ça c'est un peu le mal français. On vous nomme toujours un monsieur Afrique, monsieur monde arabe. Alors, il y a des messieurs de l'islam autorisés à parler de l'islam dans les médias. Écoutez, ils ont l'oreille de nos gouverneurs. Et voilà, si dans le monde arabe, ces penseurs sunnites sont décriés, interdits de parole, je peux dire aussi qu'en France, beaucoup de gens sont interdits de parole, on ne les écoute pas. Moi, je ne vous cache pas, j'interviens beaucoup plus dans les médias alternatifs que dans les médias officiels. Alors, je ne vois pas... non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais enfin, petit à petit, je crois à l'intelligence des gens. Ils ont compris finalement que ces médias leur faisaient perdre leur temps beaucoup plus qu'autre chose. C'est-à-dire que les médias ont pour fonction aujourd'hui en France d'imposer une sorte de politiquement correct, voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire à propos de ça, de ça. Mais ça, c'est la décadence française. C'est pour cela que Nuit debout, même avec tous les problèmes que ça pose, reste quand même un phénomène sain, dans la mesure où il met le doigt sur la liberté de l'expression. C'est que la France va mal, il faut qu'on en discute. Mais voyez comment les médias couvrent tout ce qui se passe dans Nuit debout. Voyez comment les médias couvrent les manifs. Non, il y a aujourd'hui, on sent une décadence française, une perte d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, même au niveau culturel. Qu'est-ce que la France aujourd'hui par rapport à la France d'il y a 50 ans? Vous allez me dire, monsieur Tahan, vous êtes archéolâtre et passéiste. Pas du tout. C'est qu'on a créé une telle atmosphère orientée dans les médias que ça ne permet pas l'éclosion de nouveaux talents, de nouveaux penseurs, d'où justement... D'où ce bouillonnement dans la rue et sur Internet. Oui, et puis après, cette tendance chez certains philosophes de refuser tout, je comprends. Enfin.
Donc, Bassam Tahan, merci beaucoup pour cet entretien. J'en profite, moi, pour faire présenter mes excuses aux internautes pour le retard dans la sortie du documentaire que je suis en train de réaliser sur mon voyage en Syrie il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant. Voilà, c'est mon premier documentaire, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long que de monter une interview. Merci beaucoup, Bassam, pour cet entretien. Je peux ajouter une dernière phrase. Encore une fois, je pense que il faut repenser la Turquie et que la politique d'Erdogan est plus dangereuse pour l'Europe que les réfugiés syriens ou autres. Très Merci. bien. Je rappelle donc que la construction de la base française ne changera pas la phase du conflit syrien, c'est ce que j'ai compris de notre entretien, pour résumer, puisque c'est une base beaucoup plus petite que celle qu'avaient construit les Russes ou même que celle qu'ont construit les Américains. À aucune mesure. Les Russes ont installé des S-400, S-300. Alors, il y a une nouvelle donne, mais qui ne concerne pas les Français directement. Si, puisqu'on fait partie de l'OTAN. C'est que apparemment l'OTAN veut déployer des AWACS dans l'espace au Moyen-Orient. C'est peut-être une façon de consolider toute action ou toute base, entre guillemets, ou tout centre de commandement en Irak, en Syrie, ailleurs. Et d'ailleurs, c'est là la carte de pression contre Erdogan, c'est que les Américains ont la base d'Incirlik. Alors pourquoi une base en Syrie? C'est que... Leur allié n'est plus tout à fait autant leur allié. exactement. Peut-être que Erdogan est sur un siège éjectable. Ce serait bien pour le peuple turc. Je n'ai rien contre le peuple turc, c'est un peuple ami. Et moi j'espère que la Turquie reste comme elle est, mais en intégrant les Arméniens, en leur donnant leurs terres, en donnant une autonomie de gouvernance aux Kurdes, et ça pourrait faire vraiment un État moderne laïque qui pourrait intégrer l'Europe. Mais tel qu'on est parti, je crois que la Turquie, ça va être la peau de chagrin, hein, et tout le monde va revendiquer les territoires d'avant Sykes-Picot. Très bien. Eh bien, Bassam Tahan, merci beaucoup, hein. Tu es prolixe mais très intéressant comme à ton habitude. Merci beaucoup. Merci Raphaël, merci le Cercle des volontaires, et vive les médias de l'alternance.